Eh bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Ça va, vous n'avez pas trop chaud là? On a fait un espèce de courant d'air. Là, on rentre dans des métiers plus techniques, hein. Tout d'un coup, là, il y a moins de monde, hein, sur les métiers techniques, hein. C'est bizarre, hein, c'est toujours pareil. La post-production, c'est toujours ce qui arrive un peu après, hein. C'est dingue, hein, quand même. Enfin, exactement. Si on n'avait pas la post-production, qu'est-ce qu'on ferait? Un film ne serait rien sans la post-production. Et sans ces fabuleux techniciens qui sont les maîtres de la fin du film. Donc, merci à vous d'être là. Merci Benoît pour présenter cette table ronde. Alors Benoît, nous on se connaît depuis très très longtemps et justement il a aussi un lien avec la musique, il faut le savoir, il faut le dire, puisqu'il a monté un magazine qui s'appelle Cinésique pour ceux qui ne connaissent pas, enfin un magazine, un média on va dire plutôt, et qui est formidable et qui parle beaucoup et c'est vraiment pour moi la personne qui a mis très rapidement et depuis très longtemps la musique à l'image en valeur. Et donc c'est pas un challenge facile, donc déjà merci pour ça Benoît, parce que c'est vraiment très important. Donc depuis longtemps, il défend la musique à l'image. Donc merci pour ça. Merci d'avoir accepté d'animer cette table ronde et merci à vous tous et toutes d'être là pour parler de vos beaux métiers. Je connais un peu mieux la post-production maintenant, puisque pour ceux qui savent, on a ouvert au studio Alhambra tout un pan de post-production et j'en apprends tous les jours et c'est fascinant. Voilà. Alors je vais les laisser vous faire rêver et puis bonne conversation artistique. Très bien, donc on va rentrer dans les coulisses de la création de la musique, la relation entre la musique et le montage. Sachant qu'après, il faut distinguer voilà, montage image et montage son. Pour le montage image, nous avons donc Annette Dutertre et Aël Dallier-Vega. Pour le montage son, nous avons Antonin Dalmasso. Et pour la musique, compositeur Benoît Carré à mes côtés, qui a donc composé la musique des Rêveurs, le film d'Isabelle Carré qui est projeté ce soir ou demain. Voilà. Et le travail du montage s'est fait entre Benoît et Annette sur le film. Donc on va aussi parler de ce tandem autour du montage. Déjà peut-être un premier tour de table pour présenter les uns et les autres. Alors Annette Dutertre, donc montage image sur Les Rêveurs, et on vous a vu, on peut dire, en tout cas on a apprécié votre montage chez différents cinéastes. Ce que ça permet peut-être en introduction de parler on parle de tandem de musique de film, il y a aussi des tandems de montage, c'est-à-dire retrouver un même cinéaste sur plusieurs films. Il y a eu les frères Larieux, notamment récemment le film que j'aime beaucoup, Le Roman de Jim avec Bertrand Belin. Il y a eu, entre autres, il y a eu Antoinette dans les Cévennes. Alors les frères Larieux, il y a eu Tralala, film musical. D'ailleurs, on pourra parler aussi du montage pour le genre du film musical. Noémie Lvovsky également. Donc peut-être en introduction, voilà, parler de retrouver un cinéaste. Ça, c'est précieux pour une monteuse. Bonjour. Oui, il y a des fidélités comme ça qui sont très agréables, mais de travailler avec de nouveaux réalisateurs ou réalisatrices, c'est aussi une découverte que j'aime beaucoup aussi. Et juste une petite précision, parce que nous en parlions juste avant d'arriver tous les quatre, on se présentait et on considère qu'on n'est pas monteuse image en fait, mais monteuse tout court, puisque nous montons du son évidemment, nous montons en général l'ossature ou les intentions de ce qu'on donne aussi au montage son et les musiques. Donc en fait, c'est un peu venu ce terme de image depuis qu'on essaie de séparer un peu les métiers et de dire que le monteur son prend le relais du monteur image, puis etc. Et que le monteur sur les longs métrages avant accompagnait le film, était une sorte de garant de la narration de A à Z, parce qu'évidemment que le montage des musiques, par exemple, et le travail musical est très important pour la narration, donne le sentiment du film et se construit dès le début du montage. C'est pour ça qu'on en parlait avec Aël, on réfute, Antonin était parfaitement d'accord, on réfute, on est des monteuses et pas des monteuses images. Voilà, c'est tout. Merci.
C'est intéressant. Et puis on reprécisera la définition des métiers et puis le rôle du montage dans la structure narrative du film, c'est vraiment travailler la matière. Aëlle Dallier-Vega, donc j'imagine voilà, que vous êtes d'accord de vous présenter comme monteuse, sans ajouter image derrière. Vous avez donc travaillé également durablement avec des mêmes cinéastes, notamment Marie Lausier, sur des documentaires musicaux. Donc ça permettra aussi de parler de ce travail du montage sur une matière qui est musicale. Il y a eu Ceci est mon corps en 2025 avec le compositeur Maxence Dussert, notamment, le film de Jérôme Clément Witz. Il y a eu Paula, film magnifique avec la musique de Rebecca Warrior, un premier long métrage de Angela Otoba. Voilà, donc, et puis alors, il y a ce travail à la fois sur le film musical, où la matière et la musique, puis il y a aussi un film comme Atlantique, où la musique est d'un autre rôle, d'une autre nature, un peu plus climatique. Peut-être en introduction, est-ce que le montage est un même travail, quels que soient les films, ou alors il y a quand même des spécificités, il y a différentes approches selon les genres de films? Alors, oui, je suis monteuse, ouais, même si je déteste ce terme personnellement, mais bon, ça c'est encore un autre débat qu'on va pas Comment avoir le là dire tout de suite. autrement alors? Moi, je trouve que dans d'autres langues, on le dit beaucoup mieux, c'est le métier de l'édition en fait. Moi, j'aimerais bien que ce métier s'appelle comme ça. J'aimerais Éditeur, bien ouais. qu'on dise que je suis éditrice de films. Ça me paraîtrait très juste. Voilà, mais bon, ça, c'est un autre débat que j'aurai avec Annette, par exemple. Mais voilà, enfin bref. Mais oui, je suis monteuse, tout à fait. Ça donne lieu à toutes sortes de blagues un peu parfois salaces. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas du tout ce terme. Mais Ouais. bon. Moi, je pense à monteuse Ikea, mais c'est rien à voir. Mais complètement. Ou à monter des étagères Ikea. Enfin bref. Voilà. On va repartir sur la question plus intéressante. Effectivement, alors, moi, je ne monte aucun film de la même façon qu'un autre. Jamais. Chaque film est singulier. Après, il y a effectivement des collaborations récurrentes. Vous avez cité à peu près il y a tous les réalisateurs et réalisatrices avec qui je travaille régulièrement. Il y a aussi Philippe Parreno, qui est un grand artiste avec lequel j'ai la chance de monter en ce moment, dont j'ai la chance de monter le 3e film en ce moment, ensemble. Mais comment dire, il y a des vous avez parlé de climatique, il y a des ambiances, des façons de travailler ensemble qui se retrouvent. Et par exemple, chez une cinéaste comme Marie Lausier, je ne sais pas si vous connaissez son travail, mais qui est effectivement extrêmement musical et très particulier. Sa façon de tourner en Bolex, en 16 mm, de façon extrêmement frénétique, etc. Là, forcément, sa façon de tourner dirige énormément comment on va aborder le montage. Mais du coup, oui, non, on peut dire qu'aucun film, je pense qu'Annette sera d'accord avec moi, aucun film ne se monte comme un autre, ne s'aborde de la même façon, si ce n'est la méthodologie qui est quelque chose de très important et que une fois qu'on a sa méthodologie, on l'applique par contre, enfin moi je l'applique à la règle à peu près, toujours à la règle, mais c'est un cadre bien sûr enfin c'est juste un cadre qui permet ensuite d'aller partout, mais qui permet de poser les bases. Donc la méthodologie, si celle-là, elle se répète. Comment on dérush, comment on fait un premier montage d'un film, comment on le regarde, comment on en parle, à quel moment on montre les films, etc. Ce genre de choses peuvent se répéter, mais artistiquement, un film est unique, donc on les aborde différemment tous. Super et très intéressant. Donc c'est ce travail du rôle du montage pour la dramaturgie et pour la question du rythme évidemment. Alors là maintenant je me dirige vers Antonin Dalmasso qui est le monteur son du coup là pour le distinguer et puis aussi mixeur aussi sur certains projets donc le rapport du son. Donc pour citer quelques films, il y a à la fois donc un film qui sort le 16 juillet prochain, Segundo Premio, qui est un film musical donc sur un groupe de musique. Donc tu pourras totalement t'intégrer dans la discussion du montage sur un film musical. Le travail aussi de continuum sonore, c'est très intéressant ce travail de continuité par le son. On parle de continuité souvent pour la musique, mais aussi le son s'y intègre. J'ai vu aussi monteur dialogue, donc c'est intéressant parce que le son, il y a différents types de sons, donc il y a les bruitages, les ambiances, mais il y a aussi évidemment le dialogue. Et sur Kika, un film d'Alex Poukine qui était à la Semaine de la Critique à Cannes, que je recommande avec la musique de Pierre Desprates. Et Kika, donc c'est un montage dialogue, donc ça c'est intéressant aussi d'évoquer ce principe
principe-là de monter un élément sonore en particulier, et puis différents films, voilà, comme La Terre des Vertus, aussi un documentaire, donc entre le documentaire et la fiction, est-ce que le travail du montage sonore est le même? Peut-être dans une première question pour le montage sonore, est-ce que dans la chronologie, justement, ça vient forcément après un montage image ou pas, voilà, au niveau de la chronologie? Bonjour déjà. Et oui, c'est pour ça qu'on fait cette distinction qui est intéressante entre le montage et le montage son. C'est que nous, au montage son, on est au service du montage, finalement, presque plus que du film. On est pour accompagner une rythmique qui a été donnée par l'image, qui est travaillée parfois avec les musiques, mais pas toujours. On en parlait aussi sur à quel moment arrive la musique composée pour le film. Donc, il y a cette distinction-là pour nous au son, où on va être vraiment au service de l'image, et au mixage, par contre, on va être au service du film, ce qui va nous amener à une autre relation avec la musique. Moi, je sens un vrai changement de travail par rapport à la musique, entre l'étape d'édition, où effectivement on prend tout et on est au service d'une narration posée par l'image, au rythme, etc., et au passage du mix, où on va réinterroger aussi l'usage de la musique, à quel moment est-ce que c'est une narration nécessaire ou pas, et l'équilibrer avec les autres types de narration sonore dont tu parlais, qui sont en premier lieu évidemment le dialogue, qui est très travaillé au montage, à l'étape du montage, mais sur laquelle on repasse aussi pour trouver les bonnes intonations, la bonne musicalité de la parole. Et le montage son qui va ramener une dimension sonore d'accroche à l'image et qui va nous aider aussi à voir l'image. C'est quelque chose avec le son qu'on oublie, mais on change le rythme d'une image et on change le punctum, le point de regard. Et ça se travaille aussi au mixage, mais on y réfléchit évidemment à l'étape du montage son. Et la musique nous aide aussi à ça, c'est-à-dire à rentrer, on va avoir différents traitements de musicaux. À la composition, j'imagine que c'est pareil, qu'on réfléchit, est-ce qu'on re-rentre dans une intériorité, est-ce qu'au contraire on essaye de rentrer dans l'intériorité des spectateurs et des spectatrices. Et voilà, ça c'est des questions qu'on ne se pose pas toujours formellement, mais qui interviennent dans la construction de la bande sonore d'un film. Très bien. Et puis pour terminer les présentations, Benoît Carré à mes côtés, donc compositeur, qui a eu un parcours reconnu dans la pop, hein, avec un groupe intitulé Lily Cub, pour ceux qui se souviennent, et le pianiste. On le voit d'ailleurs, donc Benoît Carré a fait la musique du film réalisé par sa sœur Isabelle Carré, où on voit Isabelle Carré se souvenir de son enfance, et on voit donc son frère à l'image jouer du piano. Donc on pourra aborder cet aspect-là. Et puis donc devenir compositeur de musique de film. Peut-être première question pour Benoît Carré, comment devenir compositeur de musique de film en étant d'abord un artiste d'albums, 5 albums avec Lily Cub. Le passage a été évident ou a été s'acclimater aux contraintes du cinéma, évidemment, parce que c'est compositeur de film, c'est pas faire sa propre musique. Bonjour, merci. En fait, j'ai pas été que compositeur de chansons, j'ai aussi écrit pour la pub. Toutes les musiques que je fais, généralement, elles sont assez visuelles. J'associe toujours des musiques à des images, même si c'est des chansons. Et là, évidemment, c'est différent parce que l'entrée du film, il fallait composer une chanson, une musique, donc de moi jouant au piano petit, avant le tournage. Donc il y a eu une phase de composition qui était quelques semaines avant que la scène soit tournée. Et puis ensuite, il y a eu une autre phase qui était une fois qu'Annette avait fait un montage très, ce qu'on appelle le monstre. Hein. Et là où il y a eu une deuxième phase de composition. Mais donc voilà, en fait, d'abord c'est très particulier. C'est pas comme un musicien qui va composer une musique d'un film. Il y a cet aspect-là très personnel qui m'a fait rentrer dans le film d'une façon très, très affective. En étant un personnage du film, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il a fallu que, pour cette première scène de l'enfant qui joue du piano, donc moi, il a fallu que je me replonge dans ce que je faisais quand j'avais 8 ans, au piano, quand j'improvisais. Et je pouvais pas, parce que je me souviens très bien de ce que je faisais. C'était pas assez bien pour le film. Donc il a fallu que je fasse quelque chose d'un peu mieux, mais qui ait cette urgence. Parce que je composais pas, j'improvisais. Donc il y a ce côté très très spontané qu'il a fallu que je recrée, et c'était pas facile à faire.
parce qu'il a fallu que je me mette dans cette situation-là. Donc j'ai beaucoup cherché jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de spontané qui vienne. Beaucoup un truc en quinte, comme je faisais. Donc j'ai gardé quand même des aspects de ce que je faisais quand j'avais 8 ans, mais je l'ai poussé pour que ça atteigne le niveau nécessaire à cette scène et que ce soit ensuite un thème qui soit exploitable par la suite, plus en musique, comme on appelle ça, la musique qui est faite, qui est jouée dans Intradégétique. intradégétique et qui devienne une BO. Mhm. Donc voilà, c'était un enjeu et ça a été à la fois donc difficile et en même temps, une fois que c'est sorti, ça a beaucoup plu à Isabelle et du coup, et puis à l'équipe. Et du coup, voilà, les choses se sont faites assez de façon fluide. Très bien. Alors allons au cœur maintenant de la grande question du travail de montage avec la musique. C'est que parfois donc, le montage va s'adapter à une musique pour trouver le rythme, ou alors parfois il y a du montage dans le silence pour trouver la musicalité propre au montage, ou alors parfois la musique doit s'adapter à un montage. Voilà, comment vous travaillez dans le montage? Est-ce que vous avez forcément besoin de musique? On parle aussi parfois de musique temporaire où on monte sur des musiques préalables. Est-ce qu'il y a toujours besoin d'une musique pour monter? Ou alors il y a justement cette étape de découvrir le silence des images pour essayer de trouver son propre montage? Bon, les trois cas de figure existent, je crois. Mais on en parlait aussi tout à l'heure. En ce qui me concerne, les réalisateurs souvent avec lesquels j'ai travaillé ont ce sont des auteurs, donc ils ont vraiment une notion de leur plan, etc. Donc dans un premier temps, je m'astreins à surtout ne pas mettre de musique en fait pour pouvoir, parce que c'est pas muet, c'est pas parce qu'il n'y a pas de musique que le film est muet, bien au contraire. Et donc on regarde déjà ce qu'il faut, on évite les time tracks autant que possible, parce que on connaît tous l'effet désastreux de ça sur le film en fait, sur les réalisateurs. C'est des choses qui restent dans l'oreille très longtemps, qui sont en général des choses très connues, très, très bien jouées, interprétées et que tout le monde connaît en général, et qui sont c'est très difficile de s'en débarrasser en fait. Tout ce qui vient après semble moins bien, évidemment. C'est moins bien que Daft Punk, c'est bien moins bien que Madonna, c'est moins bien que voilà. Donc c'est vraiment une sorte de vrais faux amis en fait. Donc autant que faire se peut. Je crois qu'Aël était d'accord avec moi. Mais... Sur les tracks temporaires. Ah oui, complètement. On en a effectivement parlé tout à l'heure. Les compositeurs apprécieront justement. Oui, non. En fait, c'est vrai que c'est en général catastrophique et très difficile de s'en débarrasser parce que ça imprime le cerveau en fait. C'est-à-dire qu'en plus, ces musiques effectivement très connues, très puissantes, qui tout de suite confèrent à une image, l'amènent vers une autre forme de grandeur peut-être, et tout simplement convoquent un imaginaire qui existe déjà. Où voilà, en fait c'est compliqué. Après, ça vous colle. Ça vous colle comme un chewing-gum et c'est compliqué de s'en débarrasser. Et puis en plus, ça devient un véritable problème par la suite de production en fait. Donc de coûts, etc. Enfin, et puis souvent, c'est ces questions de droits qui sont malheureusement laissées toujours un peu trop pour la dernière minute et qui deviennent hyper problématiques. Parfois, ça m'est arrivé de terminer le montage d'un film et que les droits soient pas clearés et qu'il faille refaire en urgence, chercher de la musique, refaire en urgence des musiques même qui sortent d'une autoradio et qui rendaient le plan hyper beau et le personnage est dans la voiture et danse au rythme de cette musique, et puis on doit s'en débarrasser, reconstruire tout le son de la scène qui, à l'instant on enlève cette musique, chute vertigineusement, et après il faut la reconstruire, mais on n'a pas le temps. Et ça devient, enfin voilà, c'est un espèce d'effet boule de neige. Donc en fait, bon là c'est encore autre chose. On parle de documentaire et de musique intradiégétique, mais c'est la même chose quand on utilise de la musique de façon temporaire et qu'ensuite on n'arrive plus à s'en débarrasser, parce qu'en plus, effectivement, non seulement c'est compliqué peut-être d'atteindre ce niveau musical, cette production-là, mais aussi on peut peut-être proposer quelque chose de super qui est très différent. Sauf qu'on l'a déjà dans la tête, et ce son s'est imprimé sur la musique. Et on parle même pas là de rythme de montage, mais effectivement,
On a parlé du silence. Là, on peut. Oui, moi, c'est pareil. Je monte le premier montage, l'ours, le monstre, en général sans musique, ou alors avec très peu, ou alors vraiment, je pose de la musique à droite et à gauche de façon un peu simple. Après, tout dépend du cas de figure. Et effectivement, il existe aussi ce cas de figure incroyable du travail de composition musicale sur le scénario, à la façon de ce grand compositeur italien. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Avec Sergio Leone. À la façon de Ennio Morricone, exactement. Et ça, moi, je trouve ça génial comme façon de travailler. J'ai déjà travaillé comme ça, effectivement, et d'ailleurs en Italie. Et j'ai eu la chance immense de travailler avec Tom York pour la composition musicale d'un film que j'ai monté en Italie. Et ils ont travaillé comme ça. Donc, en fait, on avait plein de musique pour le film avant même de tourner les images sur scénario. Voilà, je pense que c'était excitant pour eux de travailler de cette façon-là, pour lui comme pour le réalisateur, et du coup c'est ce qu'on a fait, et ça c'était vraiment très passionnant, du coup d'avoir cette espèce de réserve de musique fabriquée pour ce film, ou alors piocher dans des choses de Tom York préexistantes, mais qu'il a sélectionnées pour nous, pour ce film. Donc ça c'est un cas de figure. Après il y a plein de choses très étonnantes qui se passent pendant le montage, où ça nous est arrivé d'ailleurs sur Atlantique de Mati Diop avec Fatima Al-Qadiri qui fait de la musique absolument magnifique. Ça nous est arrivé évidemment, et ça arrive beaucoup dans les films, qu'un morceau soit composé pour une certaine séquence et qui finira peut-être sans musique ou avec une autre, et que cette musique-là soit utilisée sur une autre séquence et tout d'un coup prend une autre tonalité, on l'écoute plus pareil, et la séquence en question qui était censée ne pas être musicale, tout d'un coup s'envole grâce à quelque chose qui ne lui était pas destiné. Donc tout ça, c'est assez magique. Et il n'y a pas vraiment de... On va dire qu'il n'y a pas vraiment d'ordre aux choses. Ouais. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, et aussi, bien, encore une fois, c'est pas forcément, ça dépend avec qui on travaille, c'est pas forcément toujours une question très bien gérée en post-production, de savoir à quel moment on commence à collaborer. Ça peut être un peu trop tardif. Malheureusement, ça c'est en général dommage. De quand est-ce qu'on commence à composer la musique pour pouvoir l'utiliser. Voilà, moi j'ai l'impression que plus on commence tôt et plus on est dans un dialogue fertile, mieux c'est. Après, c'est toujours comme d'habitude une question de moyens et de temps, et voilà. Donc on a entendu le problème du thème track, musique temporaire, destiné à être remplacé. On a entendu donc la recommandation que c'est toujours mieux d'anticiper, d'avoir le compositeur en amont très tôt. Et donc finalement, vous avez comme ça la matière musicale déjà là pour votre montage. Est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, de choisir d'être à l'origine du choix du compositeur ou de la compositrice, pour l'avoir justement au stade où le réalisateur n'y a pas forcément pensé? Non, je sais pas. En général, on a un avis quand les réalisateurs ou les réalisatrices n'ont pas choisi de compositeur en amont. On a un avis consultatif, quoi, mais pas vraiment. Voilà. Mais c'est compliqué cette histoire de compositeur, parce qu'en fait, il y a un peu pour moi deux types de compositeurs de musique originale. Hein. Je ne veux pas du tout parler de la musique préexistante au film, parce qu'on vient d'en parler un peu, mais il y a toujours soit on va voir les musiciens pour deux raisons en fait. Soit on aime ce qu'ils font, c'est déjà des musiciens qui ont un univers, qui composent ou qui chantent, c'est des chanteurs, ou voilà. Comme Tom York. Comme Tom York, voilà, on va les voir pour ça. Ou c'est des musiciens de films davantage, donc qui sont très qui s'adaptent vraiment à un peu tous les univers de films, et qui sont aussi certains très, très célèbres et très connus. Donc c'est une démarche un peu particulière. En général, c'est les réalisateurs qui ont envie de voir. On peut parler de Bertrand Belin dans le cas des Larieux, ou d'autres, mais et souvent ils sont intéressés pour venir faire de la musique de film. Voilà. Enfin, Bertrand Belin, c'est un peu un cas à part, parce qu'il en fait depuis très longtemps, en fait. Mais il y en a d'autres.
Et je repensais à quelque chose pendant que tu parlais. Le travail, si on parle de l'intérieur, le travail avec le compositeur après, par exemple avec Benoît, c'était super parce qu'il avait fait 2 musiques effectivement préalables. Donc, moi, j'ai tout de suite vu que ça collait parfaitement au film et que ce travail qui était pour Isabelle et pour Benoît beaucoup un travail sur le souvenir finalement. Il y a tout un truc sur le souvenir dans la musique et dans ce film particulièrement. Donc à chaque fois qu'il envoyait, moi je donne, enfin je sais pas comment tu fais à elle, mais je donne jamais de. J'aime beaucoup associer les compositeurs très tôt parce que c'est un échange pour moi fertile et inspirant. Mais je leur donne pas d'image, jamais en fait. Avant vraiment très très tardivement, on peut parler d'endroits où on ressent de la musique, mais c'est bien de laisser une espèce de liberté. Je dis plutôt envoyez-moi des choses et puis on verra ce qu'on en fait. Donc je les cache. Finalement, ça devait aller là, c'est plutôt là. C'est un dialogue comme ça. Et j'ai remarqué, ça s'était passé une fois comme ça, avec Nicolas Repac. On lui avait montré le film, il voulait, mais donne-moi de l'image pour que je puisse. Je dis, non, vraiment, c'est pas possible, là, c'est trop tôt. Après, tu vas pas être content, je vais te changer le montage 15 fois, tu vas devoir refaire 15 fois, tu vas perdre, voilà. Et il avait fini. Il a vu une projection, il a fini par envoyer un certain nombre de musiques à des endroits où on avait décidé que ce serait bien qu'il y en ait. Et à chaque fois, il disait, mais c'est incroyable. On dit, mais tu as un souvenir dingue du film, parce qu'à chaque fois, c'était précisément le démarrage et la fin étaient parfaitement calés par rapport à ces musiques. Donc c'est assez beau, je trouve, de travailler sur le souvenir. C'est aussi inspirant, en fait, parce que le musicien, je trouve qu'il voyage dans le film sur un souvenir. Et moi, ça me fait voyager de recevoir les musiques. Et la musique est tellement importante, vraiment, sur la couleur du film. Ça travaille de manière moins évidente qu'une image, mais c'est vraiment... Et le montage son, alors là, pour moi, je suis très, très fan du montage son, parce que c'est comme une sorte d'inconscient du film, en fait. C'est un travail souterrain, mais ce qui donne vraiment l'émotion, c'est la musique. Et le son travaille beaucoup à ça aussi. Et la musique peut changer. On a fait l'expérience, je ne sais pas si j'ai le temps, là, peut-être de... Ah oui, on a... Ouais. Mais on avait fait un truc comme ça avec un groupe qui s'appelle Caravaggio, qui est plutôt jazz. On avait travaillé avec eux sur L'amour est un crime parfait. Les frères Larieux. C'est des super musiciens. C'est un groupe à fond. et ils étaient très frustrés parce que dans ce film, on n'avait pas utilisé tant que ça de leur musique, ce qui arrive souvent. Bon. On fait beaucoup de musique, puis de temps en temps, on en enlève quand même pas mal à l'arrivée. Bon. Mais comme ils étaient quand même très frustrés, ils sont super, c'est vraiment un super groupe. Donc on a proposé de faire c'est eux, je crois, de faire comment ça s'appelle, un ciné-concert. Un ciné-concert, tout simplement, qu'on a fait pour la première fois au festival de jazz à Luce. Parce que, dans les Pyrénées, parce que certains d'entre eux étaient déjà venus. Et donc, ils ont fait ce truc extraordinaire. Ils ont récupéré les pistes, paroles, ambiance et musique. Ils ont évidemment viré toute la musique. Ils ont refait une partition sur les paroles avec une sorte de conducteur qu'ils ont donné au Larieux, qui était mort de peur parce que c'était en direct, c'était du mixage en direct en fait. Comme ils connaissaient bien le film, ils pouvaient baisser le potentiomètre à chaque fois que l'on disait là, tu n'entends rien. Et ils ont joué pendant tout le film, refait entièrement la musique, quoi. Donc ils ont laissé quelques dialogues, ce qui montrait bien que les spectateurs évidemment comprennent les situations très très vite. Et en général, les films sont quand même très bavards. Il n'y a peut-être pas besoin de garder tous ces dialogues. Et la deuxième, qui était vraiment une leçon magistrale, c'est que c'est Mathieu Amanry qui joue dans le film. Et à la première seconde, alors que dans le film c'est un peu diffus, on laisse planer le doute, etc. À la première seconde de la musique démarre, on se dit ce type est complètement coupable. Alors que c'était pas du tout évident dans la manière dont nous on avait monté la musique, pour dire l'importance d'une musique dans un film. Tout à fait. Puis c'est un peu la revanche du compositeur qui là du coup s'affranchit d'un travail de mixage. J'étais très content. Et Benoît, alors c'est très intéressant parce qu'il y a eu des réponses à pas mal de questions que j'ai pas
été obligé de les poser et les réponses ont été dites. Il y a cette question du montage sur le placement et le déplacement, une musique d'un moment qui finalement se retrouve ailleurs. Et puis il y a l'idée aussi du compositeur qui n'est pas forcément là pour être soumis au montage, s'adapter à un timing, mais plus pour être le parfum du film. Donc ça, c'est très intéressant. Benoît Carré, ce travail d'être là plutôt le garant de l'âme du film, plutôt que le garant vraiment de l'illustration au timing près. Ah oui, là, l'approche, ça a été... donc d'abord, il y avait cette musique de piano qu'il a fallu composer avant le tournage. Et puis après, une fois que le montage, qu'il y avait une première version du montage que j'ai vue, j'ai pas eu d'image pendant 2 mois. Et en amont, Isabelle m'a envoyé beaucoup de musique, de références, qui étaient un peu ce qu'elle imaginait comme couleur, etc. Donc presque tous les jours, j'avais une référence. Et à la fin, donc ça c'était au mois de juillet, j'ai vu une première version du film. Et c'est le souvenir qui a fait que je me suis remis au bout d'un mois, sans rien faire du tout que de recevoir des références d'Isabelle. Au bout d'un mois, je me suis remis dans le film, mais juste mentalement. Et là, pendant peut-être 3 semaines, j'ai tripé vraiment sur ces couleurs un peu années 70 futuristes. Donc j'ai pris mes synthés, le piano, et puis j'ai improvisé comme ça, sans me juger. Et j'ai accumulé du matériel musical pendant à peu près, c'est ça, 15 jours, 3 semaines, que j'ai ensuite donné à Annette et Isabelle. Et ce matériel-là, en fait, au début, il n'y avait rien d'évident quand on écoutait les choses. Et puis petit à petit, en fait, il y a tu as pioché dans ce matériel audio-là, musical, et les scènes enfin voilà, les musiques se sont posées. Et puis j'ai aussi composé après vraiment sur des scènes spécifiques. Et là, c'est marrant parce que ce que j'ai fait en fait vraiment de musique à l'image, donc j'avais le timecode, j'avais l'image, etc. C'était souvent plus édité par toi que ce que j'avais fait sans connaître les images. Et je me souviens une scène ce qu'on appelle un lockout, où on voit sur un plan fixe le personnage jour, nuit, etc., avec une séquence temporelle. Et là, en fait, vous ne saviez pas trop comment habiller cette scène. Et Annette a plongé dans le corpus que j'avais et tu as posé une musique qui s'est posée parfaitement du début à la fin sur la séquence. Alors qu'il y a d'autres musiques que j'avais faites qui étaient, selon moi, parfaites d'un point de vue timing, et toi, tu as complètement explosé le truc dans une recréation en fait, de la musique. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment super intéressant, ce travail de la monteuse qui va prendre dans la musique des éléments et qui va rééclater en fait la structure de la musique pour habiller différemment la scène. Voilà, parce que moi, il y avait des moments où j'ai mis une espèce de nappe de synthé qui marchait, selon moi, très bien à ce moment-là. Et pour toi, non, ça marchait pas. Et donc, tu l'as décalé de, je sais pas, 10 secondes. C'était une autre musique, mais c'est la même, mais pas vraiment. Et il y a ce travail-là aussi que je trouvais super intéressant et qui m'a beaucoup appris aussi sur la musique, comment elle doit souligner ou s'absenter à des moments de façon contre-intuitive pour moi. Voilà. Les Rêveurs, je vous recommande vraiment d'aller le voir, c'est un formidable film. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans Les Rêveurs, c'est que c'est vraiment un film assez audacieux dans la forme. Parfois, c'est compliqué. D'ailleurs, j'en ai discuté récemment avec un journaliste qui disait quand il y a un prix pour la musique, je comprends, j'arrive à apprécier la musique. Quand il y a un prix pour l'acteur, j'arrive à juger une performance d'acteur, mais j'arrive pas. J'ai discuté ça avec quelqu'un, la personne n'arrivait pas à juger qu'est-ce qu'un bon montage. Et ben là, moi, j'ai ressenti ce travail de montage dans le film d'Isabelle Carré, dans la mesure où c'est un film où il y a des bribes de souvenirs. Et le montage, c'est comment recoller les morceaux d'une mémoire. Et ça, c'est assez fort. Et justement, dans Les Rêveurs, ce côté recoller des mémoires, c'est aussi créer des ponts émotionnels. Voilà, créer des ponts émotionnels, un montage qui va relier les ellipses. C'est le rôle d'un fil conducteur. Et on voit comment la musique, justement, participe de ce fil conducteur. Oui, c'est en même temps, c'était un peu
la demande des départs de la réalisatrice, Isabelle, hein. C'est-à-dire qu'elle voulait un film assez proche de ses émotions d'enfant et de ses sensations d'enfant. Et pour ça, Benoît était un bon camarade parce qu'il la connaît bien. Donc, ils avaient aussi une facilité, enfin, je ne peux pas dire que c'est une facilité, mais loin de là, mais à capter l'univers d'Isabelle. Et au montage, il fallait aussi répondre à cette demande. Donc, on a cherché, mais ils ont cherché aussi de la même manière sur le tournage. Il y a des choses qui ont été rajoutées parce que c'est ce qui est bien avec Isabelle, c'était son premier film aussi peut-être, donc on pouvait vraiment discuter. Moi, je montais en parallèle du tournage, comme ça se fait souvent. Je sais pas si tu fais ça. Et donc on pouvait avoir des retours sur le temps, sur la nécessité. Parfois, c'était comme très bavard de créer des sas. J'ai envie d'entendre Antonin Dalmasso, qu'on n'a pas beaucoup entendu encore, c'est-à-dire sur le montage son. Très souvent, dans un film, on ne distingue pas vraiment. Alors, il y a une musique, vraiment identifiée musique, et parfois, il y a des textures. Qu'est-ce qui relève du son et de la musique? Voilà, dans le travail du monteur son, est-ce qu'il y a parfois des éléments de texture envoyés par le compositeur qui participent d'un travail de son, par exemple, sur ce travail-là? Bah, très clairement, oui, on arrive à une étape, nous, on édite, on assemble des choses qui vont venir de chacun et de chacune, des intentions, d'un imaginaire, etc. C'est drôle parce que je retrouve aussi dans cette manière de travailler, moi quand je commence un film en montage son, et j'ai tendance à faire ça aussi en mixage, c'est d'écouter sans la musique, de voir ce que le rythme de l'image, les dialogues et ce qu'on en ressent euh, induit déjà ou pas. Je suis très attentif à la première version que j'ai du film où je prends beaucoup de notes, où généralement on a des musiques temporaires ou pas de musique, voir ce qui à mon sens fonctionne ou pas. Et je trouve que c'est intéressant ces discussions sur comment en fait on arrive chacune et chacun avec un imaginaire, un, un langage, avec notre sensibilité. Et c'est des points de rencontre intéressants et c'est pour ça que plus vite on dialogue les uns les unes avec les autres, c'est important parce que nous, même au son, on va amener des idées pour le montage et c'est précieux quand on a la chance en termes de production, de pouvoir commencer le montage son comme ça se faisait avant, quand l'image se termine, parce qu'on peut avoir des doutes sur des longueurs de plan, des fins de plan, des transitions. Et la musique va pouvoir y répondre, le son va pouvoir y répondre, et le montage va pouvoir y répondre aussi. Et c'est vrai que voilà, le temporaire est très compliqué dans nos métiers parce que c'est comme on dit, du précaire, ça reste malheureusement. Et c'est vrai que ça reste en tête. C'est un gros travail derrière pour repenser avec une autre sensibilité, un autre imaginaire quand on reçoit une nouvelle musique. Et parfois, il y a le travail de chercher dans le montage son peut-être des correspondances entre un son et une musique. Par exemple, sur le film Segundo Premio, il y a parfois le bourdonnement d'un amplificateur, le grattement d'un médiateur qui est lié à la musique, mais c'est aussi un élément sonore. Ah bah là, c'est un film très particulier parce qu'on s'intéresse vraiment à ce que c'est que la construction d'un groupe de musique. On s'intéresse vraiment à ces relations, ces moments de complicité et de tension dans le groupe. On est toujours avec eux. On a essayé en tout cas de faire ça, nous, dans le travail du son au mixage, d'avoir vraiment que les spectateurs et les spectatrices soient à la place de la caméra dans les moments de répétition, dans les moments d'enjeu entre le chanteur et le guitariste dans le groupe. C'était un film très intéressant parce que le film parle de comment se construit la musique. Et donc nous, on s'est posé beaucoup la question de l'usage de la musique, comment on allait l'intégrer, parce qu'elle est très souvent très diégétique du coup, et les autres moments, comment on allait la jouer. On a beaucoup exploré, ça a été un mix très intéressant pour ça, où on s'est laissé énormément de liberté dans le traitement, dans la place de la musique. On a beaucoup joué avec la spatialisation, qui est un élément aussi où je serais intéressé. On ne l'imagine pas forcément dans la composition. Aussi pour les musiciens, je pense, tous n'ont pas la chance de travailler, de mixer leur musique en 5/1 ou d'être présent au mixage de la musique. Et c'est quelque chose où aussi ce qu'on amène de narration avec la place de la musique dans l'espace, c'est assez intéressant. Et je pense que ça nous donne une liberté supplémentaire de lier plus ou moins l'image et la musique. Et c'est quelque chose qui est un peu technique, mais je ne sais pas du tout. Je serais curieux de savoir d'ailleurs comment en composition on se nourrit de ça. Est-ce qu'on y pense? Est-ce que
on compose aussi comme ça ou est-ce qu'on est vraiment dans une émotion pure? Justement, Benoît Carré, vous m'invitez à la transition, c'est-à-dire que j'ai lu que vous cherchiez également à abolir la distinction entre musique et design sonore. En fait, il y a un moment donné où, avec le monteur son, j'étais associé avec Isabelle à une recherche sur ce que ressent le personnage, pour vous expliquer, elle est internée dans un hôpital psychiatrique suite à une tentative de suicide. Et elle se retrouve dans l'hôpital psychiatrique et là, il y a des sons dans l'hôpital dont Isabelle se souvenait. Et il fallait recréer ces sons-là avec aussi les sons intérieurs de sortes d'acouphènes, de fréquences. Et on a travaillé avec le monteur son sur la recherche de fréquences. Donc on a lié la fréquence, par exemple, d'acouphènes, de notes aiguës, aussi à des sons de néon. Donc il y avait une bibliothèque de néon. Et donc, on a cherché le bon son de néon qui allait bien avec. Et puis, aussi sur des étouffements de voix. Enfin, il y a eu tout ça. Et à un moment donné, en fait, il y avait une demande d'Isabelle pour que les acouphènes se transforment un peu en musique. Et ouais, donc, j'ai cherché des sonorités qui sont un peu dissonantes et qui vont se fondre à un moment donné dans la musique, qui partent de la scène. Où on ne sait plus si c'est à l'intérieur de sa tête ou de la tête du personnage, et qui vont se terminer en musique et souvent en pont, parce que la musique dans le film sert beaucoup, comme vous disiez, de pont entre passé et présent. Elle aide pas mal dans les scènes qui sont déjà elles-mêmes pensées en pont, mais d'autres qui ne sont pas du tout pensées en pont parce qu'il y a eu des remontages et des édits vraiment drastiques, et où là la musique a pas mal aidé. Et j'imagine que le travail de montage est différent entre monter cette musique et ce sound design organique et une musique préexistante. Par exemple, dans Les Rêveurs, il y a des scènes où on voit au casque souvent les personnages, les adolescents, écouter des musiques. Il y a une scène un peu jukebox où on passe d'un adolescent à un autre, et en cut, comme ça, on découvre qu'est-ce qu'il écoute. Et donc, j'imagine que cette matière préexistante on monte peut-être différemment une musique préexistante, un morceau de rock, de rap, qu'une musique plus organique. Alors là, c'est vraiment l'exemple contraire de ce que je disais sur les musiques préexistantes. C'est parfaitement bien traité. C'est-à-dire que Isabelle avait demandé spécifiquement l'utilisation de ce morceau. C'était dealé par la prod, mais j'ai absolument rien eu à faire sur ce morceau. C'est-à-dire que c'est l'ingénieur du son, c'est un plan séquence en plus, qui a habilement fait des mix et des choix, parce qu'on peut aussi faire des choix au moment du tournage, des choix sur les écouteurs, etc. Et pour moi, c'est un plan, je l'ai posé, je n'ai jamais retouché. Donc, ce qui veut dire quand même que les musiques préexistantes, quand elles sont déjà d'idées qu'on sait qu'on pourra les utiliser, et évidemment, ça peut être remarquable, hein, parce que voilà. Donc, alors, on a eu un petit souci dont Benoît peut longuement parler également, sur une musique qui n'était pas d'idée du tout, qui était Annie Lennox. Très cher, donc. Non, c'est impossible. Enfin, je vous le dis pour tous ceux qui seraient tentés, c'est impossible d'avoir cette musique. Sweet Dreams. Sweet Dreams, Ah oui. Évidemment. Donc, on oublie complètement. Je crois qu'Isabelle, qui est quand même la personne la plus tenace que je connaisse, a dû envoyer je ne sais pas combien de mails. Elle a appelé, je crois, vraiment énormément de gens pour réussir à la joindre. Ce n'est pas possible. Voilà, donc finalement, ça a été compliqué. Mais c'est pareil, c'était un plan séquence, donc c'était pas non plus dramatique. C'est Madness. Les gentils Madness qui ont accepté. Ouais, ça a été compliqué. Et là, c'est justement un exemple de musique où c'est pas dealé et où toi, tu l'as monté en fait sur Eurythmics, en fait, la scène. Et du coup, là, c'est très très compliqué parce qu'il faut trouver une alternative. Donc, à une scène qui fonctionnait parfaitement, c'était une version du Eurythmics qui était faite par les Kolakny Brothers, donc il y avait une couleur très très belle de chœur d'enfant avec un piano. Et donc, il a fallu trouver une reprise. C'était des contraintes sur des contraintes, parce que cette musique était aussi reprise à un autre moment dans le film en version originale. Donc il fallait trouver un morceau des années 80 dont la version originale pouvait être réadaptée avec un arrangement très spécifique sur une scène qui était déjà montée. Donc ça a été vraiment
très compliqué. Je me dirige vers Aël, notamment sur Félix in Wonderland en 2019 de Marie Lausier, parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait sur cette musique qui est au tournage et où parfois il n'y a rien à toucher dans le montage, dans des plans séquences où la musique est sur le tournage. Là, sur Félix in Wonderland, c'est un portrait de musicien. Donc il y a Félix cubain que l'on voit à l'image, il expérimente sa musique à l'image, et donc il y a à la fois cette musique de tournage et en même temps un formidable travail de montage qui crée une matière avec sa musique. Donc il y a vraiment un aller-retour entre cette musique de tournage, ce portrait de musicien et un véritable travail de montage qui me rappelle un peu ce que fait Guy Madine ou Mandico. D'ailleurs, il est remercié au générique. Donc voilà, comment on fait un montage par rapport à un portrait de musicien? Oui, d'ailleurs, alors Félix Kubin, qui est allemand. Le film on l'a montré hier, ici. Marie Lausier, encore une fois, si vous ne connaissez pas son travail, elle fait beaucoup de films sur des musiciens, des musiciennes, notamment Alan Vega, et un film très beau qu'on a terminé l'année dernière sur la chanteuse Peaches, qui s'appelle Peaches Goes Bananas et qui est vraiment très cool, que je vous recommande. Alors, du coup, c'est très particulier le travail de Marie, mais très très particulier. C'est-à-dire que pour le coup, le montage son de tous ces films qu'on a montés ensemble, on le fait elle et moi. Voilà, il y a du mixage, mais le montage son, voilà, c'est. Mais il n'y a pas l'équivalent d'Antonin. Non. Mais en plus, c'est complètement fou parce que une des raisons pour lesquelles on fait nous-mêmes le montage son, c'est que tout simplement, il n'y a pas de son synchrone à l'image. Donc là, en fait, ce que tu appelles la musique qu'il est en train de créer quand on le regarde, c'est totalement faux. C'est-à-dire que il y a uniquement la scène de ping-pong qui est géniale quand il et la scène d'opéra aussi, où il y a effectivement cette musique-là qui sont en train de jouer, mais elle tourne en Bolex 16 mm sans son synchrone. Donc en fait, on reconstitue le son de chaque plan, avec comme de la dentelle, quoi, dans des kilomètres de son où elle pose un enregistreur éventuellement à l'autre bout de la pièce, ou pas du tout. Donc en fait, tout est complètement reconstitué au montage. Voilà, donc c'est encore, alors là on pourrait parler des heures de ce genre de travail, mais on avait pour le coup dans le travail de Marie Lausier, le son est aussi important que l'image. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec des réals dont c'est le cas, notamment là en ce moment je parlais de Philippe Parreno, je suis en train de monter, qui est un grand artiste contemporain qui fait un premier long métrage de fiction que je suis en train de monter. Et c'est pareil, le son dans son œuvre, c'est quelque chose d'immense. D'ailleurs, du coup, j'ai la chance de travailler avec Nicolas Becker, qui est un super monteur son, qui fait aussi de la musique, grand sound designer. Et là, on est en train de monter, de faire l'ours du film, le premier montage. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un ours. Bon, en tout cas, on monte l'ossature du film, la base. Et on commence déjà à collaborer avec Nicolas Becker. C'est-à-dire que déjà, il y a toutes ces banques sons qu'il me passe, etc. Enfin, les choses qu'il me choisit quand j'ai besoin de travailler une scène au son. Parce que moi, par ailleurs, j'adore monter du son. C'est ma passion secrète. Mais aussi, il va jusqu'à... En fait, la création sonore qu'il va produire pour ce film est partie intégrante du récit du film. C'est-à-dire, sans ce travail préalable, le film ne pourra pas se raconter de la même façon, de la façon dont il a besoin. Donc, on est vraiment là, on rentre dans une autre dimension en fait de la collaboration. Et moi, je rêve que d'une chose, c'est de travailler comme ça toujours. C'est ce qui est très compliqué. Et même là, pour nous, c'est pas simple. Mais économiquement, c'est impossible. Et c'est bien dommage parce que c'est fantastique. Ce qui serait génial, c'est d'avoir une salle de montage là. Et dans la salle d'à côté, le monteur son, et de pouvoir collaborer comme ça. Les films, ils prendraient un envol extraordinaire. Ça existait. Ça a existé manifestement.
Et Annette, là-dessus, Tralala, un film magnifique, film musical des frères Larieux. Dans quelle mesure, justement, parce que dans les films musicaux, il y a soit tout est au tournage, ou alors tout est refait en post-production. Bah, les chansons, les parapluies de Cherbourg, en fait, tout a été fait en post-production avec des doubleurs sur les voix. Voilà, donc qu'est-ce qui voilà, le travail de montage sur le tournage ou la post-production sur le chant? Alors, le principe des comédies musicales, depuis Jacques Demy, mais depuis toujours, en fait, c'est que c'est préenregistré, parce que sinon c'est impossible. En fait, on ne peut pas faire de chorégraphie, les acteurs peuvent pas jouer. Enfin, il faut que ce soit. Donc, tout est préenregistré en maquette ou pas. Dans Tralala, c'était particulier parce que chaque acteur avait son compositeur-chanteur, si on peut dire. Mathieu Amalric, c'était Philippe Catherine. Josiane Balasco, c'était Dominique A. Jeanne Chéral, elle est avec Mélanie Thierry. Et Bertrand Belin. Bertrand Belin, et Étienne Dao, Maïwen. Donc chacun, c'était un peu. Voilà. Donc c'était ça qui était compliqué, c'était le côté très différent. C'était pas un compositeur unique, donc il fallait réunifier, que tout ça soit quand même un peu. Voilà. Et c'est là où moi j'ai découvert un personnage de la musique que je ne connaissais pas du tout, et qui a été extraordinaire. C'est Renaud Létang, qui a fait l'arrangement global de tout le film et qui, pendant 3 mois, ne nous a pas lâchés, en fait, parce qu'il a fallu refaire plein de choses. On communiquait. Alors, je peux vous dire que la rythmique, etc., alors là, c'est hyper précis. sur le chant aussi, c'est parfait. Et on a fait beaucoup d'allers-retours. Comme les choses étaient déjà placées, là, il ne s'agissait pas du tout d'inspiration, enfin, les choses étaient là, donc c'était vraiment juste du travail de précision sur raccourcir. Enfin, il y a une grande scène dans une boîte, c'était compliqué de trouver la rythmique parfaite pour que ce soit musicalement absolument parfait aussi. Mais ça a donné un résultat très beau sur le fait que la musique est aussi organique que le reste du film. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, souvent, ce qui est gênant dans la comédie musicale, c'est qu'on est dans une scène réaliste et tout d'un coup, tous les spectateurs font parce qu'il y a une vraie marche, on passe dans une chanson et là tout le monde fait comme ça. Et non, là c'est tellement travaillé par Renaud que tout se passe de manière très souple. Antonin, là on parle de chant, mais il y a un élément du son qui est le dialogue. Vous avez tu as monté le dialogue de Kika, un film, je l'ai dit tout à l'heure, d'Alex Poukine. Monter du dialogue, ça implique quoi? Évidemment, on imagine que c'est la synchronisation labiale, mais est-ce qu'il y a d'autres paramètres? Il y en a beaucoup, parce que ça va être aussi toute une intentionnalité. Le jeu d'acteurs et d'actrices est fait de multiples petites variations sur lesquelles nous on intervient en montage parole pour aller rechercher une musicalité de la voix, c'est-à-dire une intonation. Alors c'est extrêmement visible en comédie quand on raconte une blague, selon où est-ce qu'on va mettre la tonicité de la parole va induire quelque chose. Mais ça l'est aussi dans la sensibilité, dans les temps. Après, c'est des questions qui sont posées au montage image, cette rythmique-là. Donc il y a déjà un énorme travail qui est fait en amont. Nous, on va jouer plutôt sur du détail, de sonorité plus que de rythme, vu que le montage a déjà donné ce rythme de la parole, l'a pris en compte. Mais après, pour rejoindre ce que tu disais sur le sound design et la musique, c'est un peu pareil, et rejoindre ce que tu disais sur la comédie musicale. Ce qui va être, nous, un grand enjeu au montage son et particulièrement ensuite au mixage, ça va être comment ça va s'intégrer les uns avec les autres. Comment la musique va naître du silence, va naître de la parole, comment la parole va ressortir de la musique, comment, dans une comédie musicale, c'est évidemment encore plus précis, comment on va quitter le réel premier pour arriver à la comédie. Et c'est une vraie question, mais qui se pose aussi voilà, sur les paroles, sur la musique. Et ça, c'est des réflexions qu'on a aussi, comme tu disais, c'est du montage, c'est de la composition. À quel moment on pense qu'il faut rentrer dans la musique, à quel moment on a envie de s'abstraire un peu de l'image pour rentrer dans un autre type d'émotion que la narration première du film. C'est des questionnements, mais c'est vrai qu'on gagnerait à refaire un film une fois qu'on l'a fini, c'est-à-dire une fois qu'on est arrivé au bout, à se retrouver tous ensemble et à se dire, alors en fait, avec ça, on pourrait remonter comme ça, on pourrait rejouer la musique comme ça. Et moi, je serais curieux de voir
comment ce serait un autre film. Alors on travaille comme ça par transmission, donc on arrive à se donner les infos, mais on répond à des manques, à des choses parce que tel plan n'existait pas. Donc au montage, vous avez triché quelque chose. Nous, on le sent au montage son, donc on essaye de créer un hors-champ, de créer une continuité qui n'existe pas forcément entre les séquences parce que ça a été bougé, ce que fait la musique aussi. C'est toute cette intégration-là, c'est pour ça que le dialogue et la discussion sont plus que nécessaires dans nos métiers. Rare. Malheureusement, c'est ça, on n'a plus ces périodes de chevauchement. Forcément, moi je sais que j'aime beaucoup, même si c'est une complexité, avoir des semaines de chevauchement avec le montage son quand je suis en mix, de savoir que je peux aller redemander des éléments, je peux en modifier, et de la même manière de commencer le montage son quand le montage est encore en cours, de dire là j'ai une idée, peut-être que si on rallonge un tout petit peu, on va pouvoir créer quelque chose que la musique n'aura pas besoin de faire. Et je pense que c'est pareil, l'importance de composer quand on a encore une liberté de rythme, de dire là j'aimerais installer quelque chose dans la musique qui va resservir sur une autre séquence, j'ai besoin de cette temporalité de silence, de ce regard muet, quelque chose. Et voilà, ça c'est beaucoup de dialogue et on gagne énormément à communiquer les uns avec les autres, à parler de nos sensibilités, de nos retours, mais comme tu dis, c'est du temps, et le temps c'est de l'argent, et c'est notre luxe qu'on n'a pas toujours. Préparez vos questions, dans un instant, vous allez pouvoir les poser. Évidemment, tout ce qui est le travail du montage, etc., il y a tout ce qui est les innovations technologiques qui influencent, évidemment les logiciels qui évoluent. Après la pandémie, j'imagine qu'il y a des outils de collaboration à distance qui ont été mis en place. Il y a tout ce qui est autour de la spatialisation du son, le Dolby Atmos. Et puis là, je me dirige vers Benoît Carré, parce que j'ai vu que, Benoît, tu as travaillé énormément sur une innovation, évidemment, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est l'IA. Alors c'est un peu un tabou, il est peut-être presque parfois interdit de parler de l'IA dans la musique. Vers quel a été ton travail sur l'IA et en quoi aujourd'hui ça participe de ton activité? En fait, j'ai commencé en 2015 avec un labo de recherche. Donc, j'étais musicien en résidence dans ce labo, Sony CSL à Paris, et j'ai co-développé avec les chercheurs des outils de création pour les musiciens et les musiciennes, où vraiment le créateur est au centre du système. Sur l'IA aujourd'hui, maintenant il y a une explosion avec l'IA générative, et c'est vrai qu'il y a... Je ne sais plus, la question c'était... En quoi l'IA participe de ton activité aujourd'hui? Là, ça a été utile pour le film parce que à la fin du film, j'avais proposé il y avait une chanson, il y avait un morceau qui était important, et j'avais proposé une reprise de la chanson de la Symphonie des éclairs de Zéo de Sagazan. Et Isabelle Carré reprend dans le film. Voilà. Et avant qu'elle la reprenne, en fait, il a fallu maqueter la chanson dans l'esprit un peu du film, donc vraiment refaire un arrangement de la chanson et la chanter. Et moi je pouvais la chanter, mais ça aurait été un petit peu compliqué pour Isabelle et puis pour toute l'équipe de se rendre compte de ce que ça allait donner, puisqu'il fallait vraiment une voix féminine. Et donc j'ai utilisé du clonage vocal. Donc j'ai fait un mélange de chanteuses françaises. Je dirais pas leur nom, de toute façon on s'en fout. Et ça a permis en fait à tout le monde de comprendre l'intention et de l'entendre vraiment, d'entendre la chanson telle qu'elle pourrait être chantée par une femme. Et on ne savait pas encore qui allait être l'interprète. Et oui, donc, finalement Isabelle a dit OK, et elle a chanté la chanson. Donc l'IA au stade de maquette finalement. Au stade de maquette, c'était vraiment très bien. Après, ça peut être très dangereux au stade de par exemple, musique temporaire. Parce que imaginez une musique temporaire qui est pas libre de droit. Il y a des IA qui permettent de faire une espèce de copie ou du similaire. Et là, il y a un vrai danger pour que finalement, on n'ait plus besoin de musiciens et de musiciennes pour justement créer à partir de ces musiques temporaires. À la manière d'eux, quoi. Voilà. Ouais. Vos questions, allez-y. Oui, je vais laisser mon micro. Merci déjà pour tout ce que vous avez partagé. Ma question va pour tous les quatre, en fait. Donc, c'est qui vous pourrez me répondre. C'est par rapport à l'importance, aux besoins, la richesse, au moment de montage son ou image, de la présence de compositeurs ou compositrices. Je ne sais pas si c'est clair la question. Il n'y a pas besoin ou... de la pression physique de compositeurs ou compositrices à l'heure de faire le montage son, le montage de l'image. Oh, c'est mieux, non, on envoie un message et c'est bon.
la présence physique, c'est importante, voilà. Bah, je pense, oui, on va répondre tous les deux à mon avis parce qu'on ne doit pas avoir forcément les mêmes choses à dire. Bah, encore une fois, il n'y a pas de règle du tout. Déjà, ça dépend où habite cette personne, parfois très loin, euh, dans d'autres pays, éventuellement. Donc ça peut être compliqué de se retrouver. Ça dépend de l'agenda aussi de la personne qui compose le film. Et moi, je sais que c'est essentiel pour moi de partager des moments en salle de montage avec la personne qui compose la musique. Vraiment, ça a même changé profondément des choses à mon travail, dans certains films en cours de montage. Enfin, même, non, oui. Enfin, pas toujours, mais souvent. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet qui vaut le coup d'être racontée, je pense. Justement, avec Tom York à Rome. En fait, il avait composé de la musique pour une certaine scène, de la scène de quelqu'un qui fait une tentative de suicide, enfin qui voudrait se suicider mais qui n'y arrive pas. Et, il avait fait de la musique mais totalement, vraiment très très folle, très délirante pour cette scène, qui finalement racontait complètement l'intériorité de ce personnage à ce moment-là. Et puis nous, on avait du mal à la monter, cette scène. Elle avait été compliquée au tournage, etc. Et puis c'était jamais satisfaisant, c'est trop long, trop court. À un moment, j'en ai eu marre, je l'ai coupé. Beaucoup, 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 beaucoup. Il en restait pas beaucoup de cette scène. Et du coup, je crois qu'il y avait un tout petit peu de musique ou plus du tout sur la scène. Et puis on lui remontre le film quand il revient à Rome et on refait un visionnage du film ensemble, justement pour voir les évolutions, sur quoi il faut travailler, recevoir son avis. Et puis il dit, mais en fait... Enfin, il dit ce qu'il a à dire. Et puis sur cette scène en particulier, il dit mais je comprends pas cette scène, je la comprends plus du tout en fait. C'est hyper bizarre, je comprends même pas ce qui se passe dans la scène. C'était quoi encore ce qui se passait et donc on lui raconte. Et là il dit ah non non mais là ça va pas du tout en fait, hein, parce que ben cette scène elle marchait tellement bien avec cette musique qui racontait tout ça. Et puis il nous explique tout ce à quoi il a pensé en composant la musique. Et puis du coup on retourne en salle de montage, on regarde la scène avec le réalisateur, on fait mais c'est vrai, il a totalement raison. En fait, on l'a tuée. En fait, en essayant de l'améliorer, on l'a tuée. Elle est arrivée, elle s'est tellement réduite qu'elle est devenue minuscule. Et finalement, elle est longue, elle est bizarre, mais elle marche dans cette ampleur avec cette musique qui prend toute la place, en fait, et qui prend toute la place de cette scène et qui raconte cette scène finalement à notre place, en fait. Et voilà. Donc, par exemple, à un moment donné, heureusement qu'il est venu et puis qu'il a fait cette réflexion et qu'on l'a écouté, même si cette scène est complètement très inattendue, totalement folle, mais ça qui est bien. Et voilà, donc bref, après Annette va nous dire, mais moi en tout cas, je sais que c'est toujours essentiel de se retrouver à un moment donné, et plusieurs fois, c'est mieux, en salle de montage directement, ou alors on fait un visionnage au cinéma d'à côté, etc. Mais même en salle de montage, c'est bien de pouvoir justement être avec cet outil de travail en commun. C'est pas pareil en fait de se retrouver là devant un avide dans une pièce, une salle de montage qui n'est pas toujours l'endroit le plus cool, devant un logiciel de montage. Ça change, je pense, la façon de réfléchir et de travailler, quoi. Je suis entièrement d'accord. Moi, je me souviens d'un truc, c'est que, en fait, de mon côté, de mon point de vue, c'était très très bien parce que ça me permettait de voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Ce qui marche chez soi, avec son petit confort, ses écoutes, etc., dans son studio, ça marche pas forcément dans une salle de montage où, en fait, vous écoutiez à un niveau très bas. Et moi, il y a plein de trucs que j'entendais plus, de trucs que j'avais fait, de détails que j'avais mis dans la musique. Et parce que c'est une autre vision, c'est une autre façon de percevoir l'image et le son. Donc, c'est bien de se mettre aussi dans ce fauteuil-là quand on est musicien, parce que on voit les choses différemment et on comprend mieux les retours. Sinon, parce que des feedbacks, ça peut être assez incompréhensible ou pas forcément très très net, quoi. Alors que quand on est à la place, juste assis à côté, ouais, c'est. Oui, exactement. Je Oui, pense on pointe ce qui fait le cinéma, en fait, c'est le partage. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même regard chez soi ou dans une salle avec d'autres gens qui regardent la même chose au même moment et qui écoutent au même moment. Et c'est extrêmement précieux, les moments en commun
de faire des projections. Moi, j'ai pas du tout la même écoute, et j'imagine pour vous le même regard. Quand on est entouré d'autres personnes, c'est même, je sais pas, moi je sais que je demande beaucoup à mes collègues, à mes camarades, de s'ils ont un quart d'heure, 20 minutes, des fois sur des séquences, de venir voir et écouter avec moi en salle. C'est extrêmement précieux, même des gens qui ne travaillent pas sur le film, vraiment des voisins de salle ou des choses comme ça, où ça débloque des choses parce qu'on a un autre, on décale le regard, on ne regarde pas de la même manière. Donc non, le temps en commun, il est extrêmement précieux. À tout moment, ça débloque des choses, ça crée des idées, c'est important. Après, en mixeur, je ne répondrai pas forcément ça pour la présence du compositeur, où on peut avoir des fois des choix radicaux qui demandent des explications, mais qui en fait sont, on pense, dans l'intérêt du film et qui peuvent être plus compliqués. Mais comme de la même manière pour le monteur son, ça arrive qu'on coupe des effets sonores très travaillés parce que la musique raconte beaucoup mieux ça. Et à l'inverse, des fois, on va retarder ou supprimer des musiques parce que le silence ou les effets sonores le racontent mieux. Donc c'est des périodes plus cruelles, le mixage. Voilà. On veut protéger sa musique alors que c'est pas forcément le lieu. Autre question? On peut faire circuler le micro, ou alors allez-y, parce que vous pourrez aller jusqu'à... Bonjour à tous. Je voulais vous demander si chacun dans votre corps de métier, vous pouviez donner un conseil au tournage pour un film que vous monteriez ensuite, quel serait-il? Du point de vue de la musique, vous voulez dire? Du point de vue du montage ou de la musique en tant que... Voilà. Comment au montage, comment au tournage, on peut simplement vous faciliter la vie au montage ou à la composition? Bon, on en a, enfin, après on verra, mais bon, juste précisément sur l'histoire des musiques, c'est que vraiment, ne lancez pas sur le plateau des musiques préexistantes qui ne sont pas dealées, ou juste parce que ça fait plaisir à toute l'équipe d'entendre, je reprends au hasard Daft Punk, mais parce que ça met une bonne ambiance, etc. Après, on est obligé de tout mettre à la poubelle, en fait. Donc, il n'y a plus de son direct. Cette musique n'y sera jamais. Il faut la remplacer. Et ça inscrit en plus dans la tête de réalisateurs et de tout le monde. On dit, ah, c'est super, oui, c'est super la séquence, mais en fait non, parce que ce sera jamais cette musique-là. Donc si c'est possible, évidemment, et la production, on en a beaucoup parlé ce matin, doit être déjà avertie de ça. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qui est tube, c'est vraiment à éviter sur un plateau. Enfin, sauf si c'est dealé, évidemment. Moi, alors, je sais pas si c'est un hasard sur les films sur lesquels je travaille, mais je remarque de plus en plus qu'il y a un énorme déficit d'enregistrement, d'ambiance et de son seul au tournage. Et c'est un énorme problème. Et je ne comprends pas, en fait. Enfin, si, on m'explique à chaque fois, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Alors, c'est vrai que comme moi, je ne vais pas sur les tournages, j'ai du mal à comprendre à quel point comment on peut manquer de temps au point de ne pas pouvoir faire une ambiance de 4 minutes. Et par exemple, tous les room tones de chaque pièce ou les ambiances très particulières des endroits où on tourne qui sont genre indispensables pour nous pour travailler, sentir l'espace quand c'est bien. Mais c'est en fait, je ne comprends pas du tout. Mais tous les derniers films sur lesquels j'ai travaillé, il n'y a plus d'ambiance, plus de son seul. C'est très, très bizarre. On se retrouve avec quelque chose d'une pauvreté qui est paniquante, quoi. Du coup, on est obligé d'aller chercher ailleurs. C'est très bizarre, alors que c'est si important et si riche. Donc bon, après, je sais que c'est une question de moyens, encore une fois, mais j'ai l'impression que pourtant, on a les équipes sur place, on est sur les lieux, on a le matériel. Je sais pas. Il faut prévoir ça dans les plans de tournage, rajouter... je sais pas, une voiture en plus pour l'équipe du montage son, et quand tout le monde est parti, ils font des trucs parce que en fait c'est une catastrophe. Voilà. Et après, moi je trouve toujours très compliqué quand on décide de monter les débuts de film, de tourner les débuts de film en début de tournage. C'est une très mauvaise idée, mais ça n'a rien à voir avec le son. Ce que tu dis, c'est peut-être parce que c'est très speed, c'est très très speed, c'est la course, quoi. J'en profite pour le dire parce qu'en fait, je le pense à chaque fois que je me retrouve, même si ça n'a rien à voir là avec la question peut-être, mais chaque fois que je me retrouve, moi, avec des scènes de début de film qui ont été tournées sur le plan de tournage au début du tournage, à chaque fois, je trouvais ça hyper problématique parce que
en fait, c'est comme une voiture diesel, quoi. C'est-à-dire, il faut, tu le sais bien, le début du tournage, il faut trouver ce rythme commun, ce diapason. Et personne, tout le monde est froid, en fait. Tout le monde est à froid. Les interprètes débutent, même s'ils ont beaucoup répété éventuellement ce rôle. C'est le début, l'équipe ne se connaît pas. En fait, il y a un truc qui n'est pas encore en place. Et pourtant, et c'est si important le début d'un film, qu'en fait, si on a le malheur, je trouve, de le tourner au début, en fait, en général, l'harmonie et la force qui se crée au fur et à mesure du tournage n'est pas du tout là, puisque tout le monde est à froid. Voilà. Très bien. J'ai vu, Annette, que vous enseignez à la FEMIS, vous avez enseigné à la FEMIS et à elle à l'HEAD de Genève. Je me suis demandé qu'est-ce qu'on apprend pour le montage. Est-ce qu'on apprend surtout à maîtriser des logiciels ou est-ce qu'on apprend à transmettre une philosophie du montage, l'art de la collaboration, une certaine éthique, voilà, où se place l'enseignement? Qu'est-ce qu'on transmet? Un peu tout ça. Enfin, on espère un peu tout ça, oui. En tout cas, on essaie de le transmettre. Il y a un truc qu'on ne transmet pas parce que ça n'aurait aucun sens, c'est des recettes ou des choses qui seraient préinscrites de comment, je sais pas, comment se comporter avec un réalisateur, comment monter un chant contre chant. Enfin, tout ça, ça peut pas exister en fait, puisque chaque fois qu'on attaque un montage, c'est vraiment spécifique. Donc voilà, ce qu'on ne transmet pas. Et pour tout le reste, oui, une philosophie, c'est compliqué à dire, mais enfin, en tout cas, rigueur et fantaisie, quoi, quelque chose comme ça. C'est pas mal. Oui, exactement. Alors, exactement. J'aime bien cette formule. Rigueur et fantaisie, c'est tout à fait notre métier. Rigueur et fantaisie, c'est magnifique. Mais oui, tout à fait. Effectivement, moi, j'enseigne à la HEAD à Genève, aux Arts Déco à Paris et à l'école de cinéma de Cuba, où j'ai fait moi-même mes études. Ouais, et du coup, ça fait beaucoup. C'est trop, d'ailleurs. Mais disons que moi, ce que j'essaye... Alors, surtout pas les logiciels, c'est vraiment pas mon truc. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Mais par contre, moi, ce que j'essaie de transmettre aux étudiants, étudiantes, c'est vraiment l'esprit du montage. C'est-à-dire, c'est quoi le montage, en fait? Mon but, c'est que quand on termine ces ateliers qu'on fait ensemble, à la fin, ils aient intériorisé quelque chose de ce que c'est que l'importance du montage. Comment tu métamorphoses les choses quand tu les amènes sur un banc de montage. Comment est-ce que tu accueilles l'inattendu, comment est-ce que tu règles les problèmes, ou que ce que tu pensais être un problème tout d'un coup devient de la beauté, par exemple. Donc effectivement, rigueur et fantaisie, et aussi un vrai sens du travail. Genre en fait, ouais, faut travailler beaucoup, puis dans ce métier, on travaille beaucoup, puis on n'a pas d'horaire, et puis etc., tout ça, c'est-à-dire apprendre, en fait, on peut pas venir en touriste pour faire ce métier. On monte pas un film en touriste, et en plus, il va falloir travailler dur si tu veux faire ça. En fait, c'est aussi tous ces trucs-là, l'esprit du montage, malheureusement. Le temps imparti est écoulé, mais on nous chasse pas encore. Donc peut-être dernière question. Non, sinon on va tous aller déjeuner. On remercie donc Annette, Aël, Antonin et Benoît pour cet échange passionnant. Merci à vous.